Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Clément Roussin, principal d'un collège de La Ciotat, trouve la mort le 25 septembre 2003. Un coup de couteau sur le parking de l'établissement. Son épouse ne verra des auteurs que deux ombres dissimulées dans la nuit. Quelques jours ou semaines avant son meurtre, le comportement de Clément Roussin avait changé. Il vivait sur ses gardes, semblait inquiet pour sa sécurité, au point de vouloir mettre des caméras sur le parking. L'homme très secret n'a jamais révélé l'origine de son inquiétude. Son meurtre reste à ce jour non résolu. Une chose est sûre cependant, le crime était prémédité. L'auteur a tout fait pour se retrouver seul avec Clément Roussin ce soir-là. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du meurtre non résolu de Clément Roussin. Clément Roussin a un parcours de vie assez singulier. En 1973, il fait son service militaire au Sénégal comme professeur. Et cela va éveiller chez lui une passion pour l'enseignement. Il devient professeur à l'étranger et propose à son épouse, également professeure, de le suivre. Ils enseignent à Dakar et à travers le globe. En 1989, il devient proviseur au Caire et un peu plus tard proviseur au lycée français de Washington. De l'amour du couple naîtront deux fillettes. Et en septembre 2000, Clément Roussin devient principal au collège de Virbel à La Ciotat. L'homme est autoritaire mais juste. À 7h45, il est déjà devant la grille et salue les élèves. Il est autoritaire avec les élèves et les professeurs. Il les réprimande s'ils sont mal habillés ou en retard. Il convoque les parents s'il y a un quelconque problème. Clément Roussin a acheté un bateau qu'il appelle le Virbel et il souhaite y convier ses élèves les plus méritants. Le jeudi 25 septembre 2003, Clément Roussin, 55 ans, principal dans le collège Virbel de La Ciotat depuis 3 ans, reçoit un appel vers 23h, 23h05. Il dit à son épouse que c'est la capitainerie du port qui l'appelle, car les amarres de son bateau, le Virbel, se décrochent. Il s'y rend seul, il en a pour 20 minutes aller-retour. Il quitte son logement de fonction, un petit appartement du 3e étage. Un quart d'heure plus tard, il appelle son épouse pour lui dire qu'il a bien rattaché son bateau et qu'il revient. À 23h30, elle entend le portail s'ouvrir. Peut-être la voiture se garer. Sa femme attend, mais Clément ne rentre pas. Elle s'approche donc de la fenêtre qui mène directement sur le parking. Et elle entend son époux l'appeler. Elle verra 1 à 2 ombres, peut-être 3, s'enfuir et disparaître. Son mari lui crie « On m'a poignardé ». À cet instant, Clément Roussin est dans sa voiture, effondré sur son volant. C'est l'agent technique du collège, Achille Magor, qui arrive auprès de lui tout de suite et tente, tant bien que mal, de le maintenir conscient. Son épouse arrive quelques secondes plus tard. Clément Roussin est trop blessé et s'évanouit à l'arrivée des pompiers à 23h45. Quelques minutes plus tard, la police et le SMUR sont sur place. Clément Roussin décède sur le parking du collège, à 13 mètres à peine de sa maison. À minuit et demi, l'enquête sur son meurtre commence. Le vendredi 26 septembre, son corps est autopsié. Il n'y a aucune trace de lésion de défense. Clément n'a même pas eu le temps de se défendre. Soit le coup porté a été trop rapide, soit il connaissait son agresseur. Par contre, il y a des lésions sur les jambes et sur le visage. Des traces de frottement. Selon le médecin légiste, il serait tombé après le coup.
a rampé et s'est redressé pour se remettre dans sa voiture et appeler à l'aide. Clément Roussin a été poignardé en plein cœur. Un seul et unique coup lui a été porté sous la clavicule. C'est une arme blanche qui a servi au crime. Un seul coup porté qui va engendrer un saignement massif. Clément Roussin a au moins perdu 1,5 litre de sang. L'arme mesure 3 cm de large et 10 cm de long. Beaucoup de forces ont été demandées pour porter le coup fatal sur une zone à la verticale, certainement depuis l'extérieur du véhicule. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Des jeunes ont bien trouvé un couteau de cuisine près du collège, mais l'arme ne correspond pas. Le corps de Clément Roussin est rendu à sa famille. Ils seront environ 2000 à assister à ses obsèques le 3 octobre 2003. Il n'y a pas eu de vol. Tout est en place. Cependant, le frein à main n'est pas serré. Le lever de vitesse est en seconde. Clément Roussin s'est juste garé avant d'être attaqué. Le tueur se trouvait donc à proximité sur le parking à l'attendre. La police technique et scientifique recherche de l'ADN et des empreintes digitales à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. L'extérieur et alentour du parking sont également fouillés. Les policiers découvrent près du portail des canettes ou des bouteilles de bière vides, ou en partie, et un carton. Ce qu'Achille Magueur n'avait jamais vu auparavant. Est-ce qu'il y a un lien avec le crime? Les auteurs attendaient-ils que Clément Roussin rentre pour l'agresser? Son épouse déclare avoir vu 2 ou 3 ombres prendre la fuite vers l'arrière du collège. En effet, derrière l'établissement, un petit peu caché, il y a un petit portail qu'il est aisé de franchir. Les agresseurs connaissaient donc bien le lieu. Une chose est sûre donc pour les enquêteurs, le crime était prémédité. Qui a assassiné Clément Roussin et surtout pourquoi? C'est un meurtre très clair. Le tueur a porté son coup et a pris la fuite, sans attendre de voir si Clément Roussin était mort. L'auteur attendait Clément Roussin sur le parking. A-t-il saboté le bateau pour éloigner Clément Roussin de son domicile, pour ensuite le tuer à son retour? A-t-il payé quelqu'un pour le faire, ou se faire passer pour un membre de la capitainerie? L'affaire est beaucoup plus complexe que cela. Au fur et à mesure de l'enquête, les policiers vont s'apercevoir que Clément Roussin ne disait pas tout à ses proches. L'enquête va révéler un enchaînement de faits très étranges. Cet appel, soi-disant de la capitainerie, a été passé depuis la cabine téléphonique en face du collège. Le ou les agresseurs étaient là. Ils se préparaient depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ils devaient connaître les habitudes de Clément Roussin, savoir qu'il avait un bateau et qu'il était à quai. Ils devaient aussi connaître son numéro de portable, savoir qu'il avait environ 20 minutes pour rentrer dans le collège et l'attendre. Fait encore plus troublant, cet appel a duré 1 minute 56 secondes. Un petit peu long pour dire simplement que les amarres du bateau se sont détachées et que le bateau dérive. Alors, Clément Roussin est-il vraiment allé au port? Aurait-il menti à son épouse? Sur les caméras de vidéosurveillance du port, on ne le voit pas. On remarque juste une voiture blanche, mais pas sûr que ce soit Clément Roussin. Le vigile en est sûr, il n'a pas vu Clément Roussin de la nuit. Alors, s'il n'est pas allé au port, où est-il parti pendant 20 minutes? L'homme a-t-il été menacé? Devait-il rencontrer quelqu'un dans un petit rayon autour de sa résidence? Surtout, pourquoi n'avoir rien dit à son épouse? Le supermarché qui juxtapose le collège a une caméra de vidéosurveillance. On espère que celle-ci a vu quelque chose. Malheureusement, la caméra a été relevée, pointant vers le ciel. C'est peut-être l'œuvre du tueur qui a pris les devants. Ou alors, c'est un pur hasard. Il a juste eu de la chance. Car, au niveau du supermarché, il y a tous les soirs un petit groupe de jeunes. Tous les soirs, sauf ce soir-là. Quelqu'un leur a-t-il fait peur, ou les a-t-il payés pour qu'ils ne soient pas là? Clément Roussin est un homme plein de mystères. Il ne dit pas tout ce qu'il fait, ni tout ce qu'il ressent. L'enquête va révéler qu'il n'y a pas d'amende dans sa vie.
Fait troublant, un soir, plusieurs semaines ou jours avant sa mort, en sortant du restaurant, il sera pris en photo. Donc, il était suivi depuis plusieurs jours. Pendant l'enquête, les policiers vont découvrir une inscription papier blanc sur un mur de l'école, surnom donné à Clément Roussin lors de son affectation à l'étranger. Étrangement, l'homme n'en parle pas beaucoup. Pourtant, il aurait très bien pu s'en vanter. Sa carrière exemplaire, ses voyages, son engagement à l'étranger, les écoles prestigieuses où il a enseigné. Le collège a été souvent saccagé par des inconnus, cocktails Molotov sur les murs, ou de grosses dégradations et du harcèlement. 2 semaines avant sa mort, le véhicule de Clément Roussin a été dégradé, tagué. Mais seulement son véhicule. Ses pneus ont été crevés d'un geste brusque et calculé. Son pare-brise est brisé. Il porte plainte à la police. Quelques jours plus tard, il découvre un couteau à huître et un marqueur dans un bosquet tout proche. Mais Clément Roussin ne donne pas ces éléments à la police. Il les range simplement dans un tiroir. Pourquoi ne veut-il pas partager cette information cruciale? Il y aurait peut-être des empreintes sur le couteau ou sur le marqueur. Après cette agression, Clément Roussin change complètement de comportement. Il devient méfiant, veut couper les arbres du parking pour bien voir, demande à faire installer des caméras sur le parking et à augmenter l'éclairage. L'homme est donc très inquiet 2 semaines avant sa mort. Donc pourquoi sortir en pleine nuit seul après ce mystérieux appel d'1 minute 56 secondes? Qui devait-il rencontrer? Quelle était la teneur réelle de cette conversation qui semblait à sens unique? Car Clément Roussin n'a pas répondu, il a simplement écouté pendant 1 minute 56 secondes. La principale adjointe, Denise Beck, déclare qu'il y a eu des nombreux tags insultants à l'encontre de Clément Roussin et que le collège a reçu des coups de téléphone étranges sans en dire plus. Venons-en maintenant à la partie des pistes. Au total, 40 personnes ont été placées en garde à vue puis relâchées. Il y a eu d'abord la piste d'un collégien. Virbel est un collège de 700 élèves. Dans ce collège, il y a bien eu quelques violences, mais sans plus. Clément Roussin avait exclu un élève pendant 1 semaine. L'ado a 14 ans, il est en 3e. C'était son dernier jour d'exclusion. À 6h30, il est interpellé et placé en garde à vue. L'adolescent est en plein échec scolaire. Avec d'autres ados, ils ont saccagé plusieurs ruches d'un apiculteur. Il est violent dans ses comportements et ses paroles. Clément Roussin met les bouchées doubles avec lui et va l'exclure 1 semaine, car elle a insulté un professeur et qu'il lui aurait jeté des objets au visage. Mais l'adolescent a un alibi. Ses parents confirment qu'il était bien chez lui à l'heure du crime. 2 autres élèves majeurs seront eux aussi suspectés, mais mis hors de cause. La piste suivante, aurait-il été tué parce qu'il empêchait un trafic de produits stupéfiants? Devant le collège, les dealers du coin vendent leurs produits, mais ce ne sont que de petits revendeurs. Les policiers ont malgré tout interpellé certains habitants de la cité Phare-de-Loup toute proche. Une étude graphologique a comparé leur écriture aux tags, mais rien. Les suspects déclarent ne pas être responsables de sa mort. Ils sont relâchés. Vient ensuite la théorie d'un collègue de travail. Car l'atmosphère au collège est très tendue. Le poste de Clément Roussin suscite certaines jalousies. Une collègue de travail en particulier remet en doute constamment les décisions du proviseur. Le professeur de sport, lui aussi, est un ennemi entre guillemets du proviseur. Cette collègue de travail et le prof de sport sont en couple. Et Clément Roussin n'apprécie pas la relation. Il les réprimandera devant tout le monde et en parlera même à sa hiérarchie qui ne fera rien. 8 mois après la mort de Clément Roussin, ils sont tous deux placés en garde à vue. Car ils étaient en lien avec un parent d'élève qui était lui aussi en conflit avec Clément Roussin. Tous les 3 sont auditionnés. Le parent d'élève a un alibi en béton. Il a été flashé à l'heure du crime.
Les collègues, eux, étaient en famille cette nuit-là. Tous les deux, dans des maisons différentes, invités à des anniversaires. Curieuse coïncidence. Mais l'enquête ne révélera rien d'autre. Mais pourquoi le tuer? Juste pour un petit conflit au boulot. Il y a eu ensuite la théorie d'un professionnel. Alors oui, le tueur a prémédité son coup. Il a fait en sorte que Clément Roussinck sorte seul ce soir-là. Mais le crime en lui-même ne semble pas vraiment professionnel. Un professionnel qui tue avec une arme blanche et qui ne prend même pas le temps de voir si sa cible est morte. L'attaque n'aurait duré que 30 secondes tout au plus. Sauf si Clément Roussinck a discuté avec l'agresseur. Car son épouse a eu le temps de se lever de son lit, d'entendre le portail s'ouvrir et d'attendre un petit peu et de commencer à s'inquiéter avant de se diriger vers la fenêtre du salon. Donc peut-être que ce ne sont pas 30 secondes qui se sont écoulées, mais plutôt 1 ou 2 minutes. Notez aussi qu'elle voit Clément Roussinck, selon ce que j'ai pu trouver comme documentation, dans sa voiture et non sur le sol. Et pour moi, il a mis quand même quelques secondes pour se relever de sa chute, pour retourner dans sa voiture. Un autre suspect, entre guillemets. Rappelez-vous que devant le portail, la police technique et scientifique va découvrir un pack de bière. Ils vont trouver un ADN d'une personne qu'ils connaissent bien. Donc cet homme est passé en garde à vue. Lui déclare ne pas avoir été là, ni être responsable du meurtre. Un de ses proches, qui sera auditionné, va dire qu'il s'est vanté de connaître les auteurs du crime. Mais pour cet homme, c'était juste une mauvaise blague. Une très très mauvaise blague. Il aurait un alibi. Il buvait des bières, certes, près du collège ce soir-là, mais avec un ami. Il ressort libre. Quelques semaines ou mois plus tard, un homme a déclaré avoir vu quelqu'un s'enfuir en courant de cette scène de crime. Mais l'homme étant suivi sur le plan psychiatrique, sa déclaration n'est pas prise au sérieux. Une nouvelle piste en 2007. Un jeune homme de 26 ans est placé en garde à vue en décembre 2007. Son père va le dénoncer à la suite d'un conflit familial. Son fils et sa bande étaient responsables à l'époque de divers braquages et de l'agression de Clément Roussinck. Je suppose que l'article fait mention des dégâts sur son véhicule 15 jours avant sa mort. Mais le jeune homme nie toute implication dans le meurtre et l'enquête semble s'être arrêtée là. La famille, ses filles, son épouse veulent savoir la vérité, connaître le nom d'eux ou des personnes qui ont tué Clément Roussinck. Un vieil ami, un collègue de travail, un élève, un dealer du coin. Nul ne le sait. Toutes ces pistes-là ont été suivies. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour l'actualité crime et disparition. Et d'ici là, n'oubliez pas,